Mesdames, messieurs, bonjour. Il y a quelques jours, vous aviez découvert que mes choix automobiles étaient difficilement prévisibles. Je suis moi-même outré par ce dernier achat qui nous a occupé le temps d'un week-end puisqu'il a fallu démarrer cette limousine en panne depuis un bon bout de temps. On a donc appris que le seul outil indispensable est le marteau, dont on n'a pourtant pas eu besoin pour réussir à lui faire parcourir ses premiers mètres. On a alors pu calculer qu'un mètre parcouru générait 1,4 pannes. On a quand même réussi à s'en sortir, avant de découvrir que ses freins avant avaient une capacité insoupçonnée à déchausser les dents tellement ils vibraient. Et persister à rouler avec cette Lincoln dans l'état vous garantissait de finir dans un joyeux brasier. Un brasier de limousine, ça peut être classe, mais bon, on a réussi à déployer des solutions dignes de la NASA et à aller garer la voiture chez un abonné. Le lendemain, le trajet retour a été le théâtre d'absolument aucun rebondissement, et on a pu assurer notre présence auprès de quelques courageux qui étaient venus rencontrer la nouvelle venue. Après on est allé dormir. On en arrive au stade du petit débrief, et déjà, comme vous pouvez le voir, il y a tout à fait la place pour une limousine finalement. Profitez de la vue sur les pneus parfaitement adaptés. Là on est prêt pour aller faire du franchissement. Hier en fait j'ai raté la dernière sortie d'autoroute qui nous a fait perdre une demi-heure. C'est qu'en fait j'avais appuyé sans faire gaffe à une commande que j'avais pas encore découverte jusqu'à présent. Et j'avais entendu un bruit à l'arrière. Donc je cherchais ce que c'était. Et ce matin Clara me dit « Ah tiens c'est bizarre, le toit ouvrant est ouvert. » Comment ça ? En fait c'est ça, j'avais ouvert le toit ouvrant depuis l'habitacle. Je savais pas qu'on pouvait le faire. Et donc évidemment il a plu entre temps. Et c'est un peu mouillé. Heureusement il n'était pas ouvert en grand. J'avais enlevé déjà les caméras et tout parce qu'elles étaient pile à cet endroit précédemment. Le jeu des échelles fait qu'on se rend pas compte à quel point le coffre est énorme. Parce que cette quantité-là d'outils, il faudrait 2 ou 3 coffres conventionnels pour pouvoir y mettre. Ça, c'est un cri de 3 tonnes qui est quand même assez volumineux par exemple, et il occupe que dalle de place. Après avoir vidé un peu du bordel, je me suis occupé du graffiti et des stickers qui ont assuré la discrétion du convoi pendant le périple, mais qui vont maintenant laisser place nette. Comme la plupart des peintures en bombe sont à formule monocomposant, c'est bien pour faire ce genre de conneries, ça part facilement au diluant. Ces premières urgences traitées, je vais maintenant m'intéresser au bruit de fuite qui ressemblait à un collecteur d'échappement plus très étanche, sauf que lors de l'arrêt communautaire à Beaune, on m'avait indiqué que ça semblait plutôt provenir du coin de l'admission côté passager. La machine à fumer a de suite mis en évidence que la conduite principale liant le débitmètre au papillon fuyait allègrement au niveau de l'assemblage de ces deux parties. Le kit de réparation bicomposant devrait facilement régler le problème. En attendant le séchage, j'avais autre chose de plus important à régler. Il y a un truc un poil pénible avec ces voitures, c'est que les pôles des batteries sont inversés par rapport à la norme. Donc il existe évidemment sur le marché des batteries avec les pôles adaptés. Mais le problème c'est que le choix est quand même beaucoup moins large. Et j'ai pas trouvé la combinaison qui m'allait en termes de capacité et de dimension. Parce que l'emplacement est pas énorme. Et ce qui est con, c'est que c'est une limousine avec beaucoup d'équipements embarqués. Mais ils n'ont pas mis de batterie auxiliaire, à ma connaissance en tout cas. Donc j'en ai pris une grosse qui rentre pile poil dans l'emplacement. Sauf que autant là, je pouvais négocier en tirant un peu les câbles. Mais là, il va falloir que je rallonge pour pouvoir les brancher convenablement. J'ai ces câbles là, je pense qu'ils viennent de l'Alpha 33 donneuse. Et on va pouvoir facilement faire une petite rallonge comme ça, avec ça et ça. 90 ampères-heure. Voilà, une fois que j'aurai ajusté le socle, elle entrera pile poil dans l'emplacement. J'ai utilisé un bout de tube cuivre que j'ai rempli d'étain. La pratique peut sembler barbare, mais j'ai pas de doute que ça fera le travail. Par contre, il va falloir bien isoler tout ça.
Et voilà le résultat, on va maintenant pouvoir de nouveau passer en revue ce qui fonctionnait pas à niveau électrique. Je pensais avoir vérifié tous les fusibles, mais celui-ci il était éclaté et ça explique que j'avais pas d'affichage de l'heure ni de post radio. Et j'ai aussi récupéré les lève-vitres sans chanter le relais. Après, histoire de me mettre sur la piste du voyant check engine qui s'est allumé régulièrement pendant le trajet, j'ai câblé le système de diagnostic pour qu'il m'affiche les codes d'erreur enregistrés. 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, donc 5 et 56, ok. Le code 556, c'est un souci d'alimentation électrique de la pompe à essence. On va donc de nouveau se pencher sur ce problème. Le CU met bien le relais à la masse. Voilà, il fonctionne. Et c'est bien le problème des pannes électriques intermittentes, ça a fonctionné que quelques minutes. Voyant que le calculateur moteur ne mettait de nouveau plus le relais de la pompe à la masse et donc qui fonctionnait quand le chintant à l'arrache comme je l'ai fait pour ramener la voiture, je me suis dit qu'il y a des risques pour qu'il ait un problème interne. Donc je l'ouvre, je l'inspecte visuellement et je décrète que je suis pas assez compétent pour juger de son état sans purement et simplement le remplacer pour tester. Heureusement, j'en ai trouvé un qui partage la même référence sur Okoto. Pour moins de 200 €, ça vaut la peine de tenter. Vous êtes prêts à ce que ça n'ait absolument rien changé et que je sois dans une impasse? J'aimerais bien me tromper de temps en temps, mais comme je le redoutais. Bon, j'ai une piste. Et franchement, là, on est au stade de la panne vraiment vicieuse. Je vous montre. Il m'avait bien semblé qu'à un moment donné, j'avais lu des trucs bizarres quand même niveau valeur. Ce qui nous intéresse, c'est cette borne-là. Je crois que c'est la 30. Donc au multimètre, on a bien 12 volts. Donc on se dit que c'est bon. C'est le cas aussi de cette borne-là. C'est ce qu'on doit lire. Sauf que je me suis fait une petite lampe témoin que j'ai mise à la masse ici. Donc on la branche là où j'ai fait la mesure en dernier. Et on a bien un allumage. Sauf que si je la branche à la 30, que j'ai mesuré en premier, il y avait bien 12 volts. On n'a rien. Parce qu'il y a bien 12 volts en tension, mais il y a 0 intensité qui arrive à ce pôle. On n'arrive pas à l'allumer. Donc, on va devoir trouver pourquoi. Vous allez me dire que je pars dans tous les sens à chercher un problème d'alimentation alors que j'ai un souci de mise à la masse normalement opéré par le calculateur, sauf que sur cette génération en particulier, quand il détecte que le relais n'est pas correctement alimenté, dans ce cas-là, il est censé rien faire. Donc j'ai commencé par chanter le circuit qui posait problème comme je vous l'ai montré juste avant. Ça marche. J'ai entendu la pompe tourner. Reste à voir à quel endroit dans le faisceau ça merde au point qu'elle puisse pas tourner avec l'alimentation produit d'origine. Je me suis débarrassé du faisceau de contournement. J'ai changé juste un truc, je vous dirai ce que c'est après. Et là c'est bon. Alimentation franche. Et donc, qu'est-ce que j'ai changé? On a été confronté au fameux fusible bonne continuité, mais qui ne laissait pas passer d'intensité. Je ne vois pas comment c'est possible, mais je sais pas, l'épaule était peut-être corrodée ou autre, et je pense que maintenant, du coup, elle fonctionne comme d'origine. Bon, j'ai quand même acheté un calculateur pour rien. Mais... on va dire que ça en fait un de secours, quoi. Vous vous souvenez, quand on a découvert la voiture, le rétroviseur pendait lamentablement ici. Donc je l'ai débranché. Vous allez me dire, pourquoi tu t'emmerderas à le remettre? Parce que
il n'y a rien à voir derrière à part l'intérieur de la voiture. Sauf que, en fait, sur ce rétroviseur, il y a aussi le système d'allumage automatique des phares. Que oui, cette voiture dispose de l'allumage automatique et du passage en feu de croisement automatique également. Mais vous vous souvenez peut-être de l'épisode sur le 46 Ti. J'avais déjà reconnu le rétroviseur, donc je sais à qui m'adresser. On trouve ça chez Racing Lube. Il n'y a pas que de l'huile, donc là, j'en ai profité, j'aurais demandé de m'en envoyer. C'est pas compliqué, on coupe le morceau d'un tissé en suivant la forme de l'embase, après on la badigeonne avec le tube de colle et on applique le carré qu'on a coupé juste avant pour appliquer le tout fermement pendant 1 minute contre le pare-brise. L'intissé est imbibé de catalyseur, donc les deux produits réagissent et le tout durcit assez rapidement. J'ai remis le capteur de plein phare en place et positionné le curseur sur automatique, mais malgré ça, l'éclairage est en marche en permanence. Pourtant, le capteur de luminosité sur le tableau de bord est bien dégagé. Enfin, l'allumage automatique, c'est toujours en marche parce que sur le marché canadien, visiblement, ils avaient déjà les feux de jour. Tout s'explique. Donc, j'ai été trouver le boîtier qui gère cette spécificité malvenue et je l'ai simplement débranché en protégeant bien le système et la fiche de l'humidité. Ah, et puis en fouillant pour trouver le manuel, je suis tombé sur autre chose. Je pensais avoir complètement vidé la boîte à gants. Et en fait, je découvre des choses, donc j'avais pas dû le faire jusqu'à présent. Canada. Et j'ai trouvé ce portefeuille. Bon, il n'y a pas 10 000 € dedans. Par contre, il y avait ça. Une carte SD de 64 MO. Ça date pas d'hier. Bon, moi je pense qu'elle est vide, mais je vais quand même vérifier, on sait jamais. Je confirme, elle est vide. J'ai quand même lancé une opération de récupération de données, on sait jamais. Mais manifestement, oui, la voiture, elle a été louée pour des mariages. On peut plus vraiment douter de ça. Et j'espérais quand même trouver des clichés à la Very Bad Trip comme, vous voyez, ce qu'on aperçoit pendant le générique de fin. Je viens de découvrir un autre truc intéressant. Un truc qui s'appelle Mega Millions. Enfin, Mega Millions. Je le prononce avec cet accent parce que visiblement c'est un loto canadien et j'ai une date ici, 1er mars 2003, donc on sait que la voiture n'était pas encore en France à ce moment-là. Bon, j'ai réussi à récupérer les données, c'est bien une carte d'appareil photo essentiellement, ça a été aussi utilisé sur un navigateur mais on s'en fout. Et bon, je vous montre pas vraiment les photos en détail parce que c'est du domaine du privé. Je m'attendais et j'espérais qu'on voit la voiture quelque part, mais c'est pas le cas, donc voilà, c'est pas intéressant en soi. Et personne non plus en train de s'arracher une dent ou à se marier avec une stripteaseuse, c'est dommage. Mais c'est pas grave, on va quand même se vautrer dans l'infamie et le moisi avec cet intérieur qui a bien mérité une désinfection dans les règles. Pour l'arrière, j'aurais pu me procurer les fameux produits qui permettent de révéler les sécrétions d'origine humaine révélées à la lampe UV, mais j'ai décidé que finalement, je préférais pas savoir. Donc je me suis occupé du moisi et des confettis, et j'ai réussi à me persuader que tout ça était nickel. Avant d'asperger la moquette d'antiseptique, j'ai déposé le magnétoscope pour l'ouvrir et constater que les têtes de lecture étaient absolument parfaites. Et puis j'ai fait pareil avec l'autoradio arrière, en rencontrant plus de succès. Le mécanisme était complètement bloqué, je sais pas exactement pourquoi. Sinon, simplement le fait de pas avoir servi. Et donc voilà, c'est bon. Je crois qu'il est temps de se débarrasser de ça aussi. Allez, je vais faire l'effort pour vous de sentir, pour essayer d'identifier le breuvage, mais je sens que je vais le regretter. Ah, c'est très alcoolisé. Je m'attendais à pire. Je pensais que c'était un vieux jus d'orange dégueulasse. Et j'ai perdu les séquences de moi en train de faire la vaisselle. Quel dommage. Ah, et je vous avais dit qu'il y avait 2 éviers dans cette voiture, avec une évacuation façon TER. Ensuite, parce que certains anachronismes ont du charme, j'ai installé un switch de voix pour diffuser de l'image via HDMI.
Bon, tout ce temps c'était juste pour meubler avant de recevoir enfin une cassette au format NTSC, puisqu'il restait plus que cette piste pour expliquer la médiocrité de l'image diffusée par le lecteur VHS. Je vous offre donc 10 secondes de nostalgie télévisuelle. At Alice's restaurant. Detective James Carter loved his job until he got a partner. Do you understand the words that are coming out of my mouth? Now, West, Which one of y'all kicked me? Jackie Chan, Bitch boys. Chris Tucker, Don't you ever touch a black man's radio, boy. Rush Hour, rated PG-13. Bref, tout est parfaitement fonctionnel, c'est beau. Donc je me suis empressé de déposer une bonne partie de l'intérieur après. Déjà, ça m'a permis de trouver quelques sens canadiens et d'autres confettis, mais surtout de passer un peu de câblage pour un équipement qui manquait cruellement à cette voiture. Mais ça, on en parlera une autre fois parce que ça va demander un peu plus de boulot. Après, disons qu'une petite touche fonctionnelle supplémentaire n'était pas de refus, donc j'en ai profité pour installer de quoi charger des appareils modernes et aussi connaître l'état de charge de la batterie. Par contre, je me rends compte que j'ai dit une connerie il y a moins d'1 minute. Tout ne fonctionnait pas dans cette voiture. Comment j'ai pu oublier ça? C'est sûrement la fonctionnalité la plus importante de cette voiture, voire de l'histoire de l'automobile. Ouais, j'ai remis en place un moteur pour commander la rotation de la télé avec un vieux lève-vitre de BMW 46 qui traînait dans ma cave. Et venez pas me dire que vous connaissez un équipement plus important que ça dans une voiture. Autrement, j'ai commencé à libeller les commandes côté chauffeur histoire de savoir à peu près ce qu'on fait et éviter d'inonder la voiture par accident comme j'ai déjà failli le faire. Enfin bref, je crois que c'est le moment de vous montrer la trouvaille qu'on a faite avec les membres du groupe Facebook de la chaîne. Je vous avais dit pas avoir trouvé d'infos sur la société qui avait transformé cette voiture, et ben voilà. Carrément un petit reportage d'époque sur ce qui est présenté comme la dernière entreprise canadienne ayant survécu à la crise du début des années 90. Colonial Autotech Industries in Mississauga, Ontario, is at this moment the only certified coach builder in Canada. Vice President David Paquin. Limousines are reasonably scarce. Just usually just rich people would drive around inside them. Stretches, I'd say 12 or 13 went to the States. And all of a sudden, when the dollar went downhill, they weren't very competitive with the American market anymore. It's almost wiped me out. That's why I'm only surviving one now, and we downsized considerably. I was down to just myself and one other person. And now we're back up on track again. I got about 12 to 13 people working for me, and we're producing about 2-3 limousines a month now. Si quelqu'un arrive à me mettre en relation avec Monsieur Paquin, ce sera avec plaisir parce que jusqu'à présent, j'y suis pas arrivé. Donc bah voilà ma voiture en train d'être coupée en deux. On voit pas ça tous les jours, hein. We have to take the car, completely strip it. And we cut the thing right in half. You can walk right through the car. And we have to put it back together again. One end to the other, and electrical, wiring, exhaust system, gas lines. And we have to also adhere to both Canadian standards and Ford and Cadillac standards. And then all of a sudden what happened when the economy sort of went downhill, corporations didn't want that image of having so much money. En bonus, on nous montre la fabrication d'une pièce 100% homemade que j'ai tout de suite reconnue, donc je vais pouvoir vous montrer. Around the paper to mold. And this is the inside. And this is an ice bucket for the ice for inside the limousine for the bar. Voilà, si vous avez bien écouté, vous avez compris qu'il s'agit du fond de la partie réfrigérée pour le bar. Le problème de ce documentaire, c'est qu'il a eu un effet pervers sur mon estime pour cette voiture dans son état actuel. Je veux dire, clairement, je pouvais pas remplacer les pneus et laisser les jantes dans cet état. Et aussi, comme ça, vous pouvez voir que la voiture ne se casse pas en deux sans les roues.
Je me permets de faire une trêve de voix off parce que j'ai déjà détaillé ça plein de fois et qu'au final les images parlent d'elles-mêmes, je pense. Le temps de trouver mieux que cet anti-brouillard dégueulasse, je vais le cacher derrière le pare-choc et en profiter pour fixer de nouveau correctement la jupe qui a été abîmée justement à cause de lui. Alors on a des pneus neufs sur de rutilantes jantes revernies, c'est bien, mais on va pas pouvoir beaucoup en profiter si on garde les disques de frein vibromassants. En attendant de remplacer plus de pièces, j'installe déjà des disques et plaquettes de frein neuves. On pourra déjà avoir un aperçu des réelles capacités de la voiture à se transformer en véritable vaisseau de la route. Mais avant de partir pour un test sérieux, je vais commencer par faire plaisir à tous ceux qui sont encore en train de rager parce que je commence pas mes projets par un lavage approfondi. D'ailleurs j'en profite pour expliquer pourquoi je fais pas ça. C'est simplement parce que par rapport au reste du boulot, nettoyer une voiture ça me fait des vacances. Je préfère d'abord en chier avec des trucs pénibles avant de m'offrir un peu de répit avec un jet haute pression. Et je confirme ce que vous soupçonniez, oui, avec un gabarit pareil, on passe l'équivalent d'un SMIC pour en faire le tour convenablement. Le distributeur de jetons de lavage se transforme alors en pendu manchot. Et après j'ai pris la route et ça s'est passé comme on pouvait s'y attendre. Quel est ce véhicule ? Bah c'était pas la limousine parce que je suis allé à 80 km d'ici avec et juste avant de sortir de l'autoroute, heureusement, elle a commencé à vraiment sérieusement emmerder. Et après avoir passé un peu de temps à diagnostiquer sur place, je soupçonne que le calculateur qu'on a remplacé, pour rien à ce moment-là, il est fini par poser des problèmes. Parce que je l'ai laissé en place et celui d'origine, il est là dans le carton. Donc on m'a prêté une voiture et puis je vais y retourner en espérant que le problème vraiment vienne de là parce que sinon ça va être la mouise. Concrètement, la pompe à essence tourne en permanence alors qu'elle devrait juste s'arrêter au bout de 2 secondes à la mise sous contact. Et après, une fois qu'on démarre, la voiture tourne mais comme une patate. Elle fume noire, elle balance à mort de l'essence. Ces deux symptômes qui vont pas vraiment ensemble, c'est bizarre. Mais le seul point commun que je trouve, c'est un souci de CU. En réalité, c'est rarement ces pièces. Mais là, je vois pas d'autre chose, donc... Bon, j'ai remplacé le calculateur. J'ai de nouveau accès au diagnostic. Un autre symptôme dont j'avais pas parlé. Et pas de défaut. Donc, j'ai démarré, elle a tourné un peu comme une patate, mais ça s'est amélioré. Mais sans commune mesure avec le souci qu'il y avait hier. Elle fume plus noire. Donc j'espère que c'était effectivement le entre guillemets nouveau calculateur qui est défaillant. Si c'est ça, je m'en sors bien. Juste un bon aller-retour qui n'était pas prévu pour pouvoir revenir avec la voiture. Donc on a choisi de jouer la carte de la sécurité pour le trajet retour et cette fois-ci je
je reste sur la nationale. Parce que bon, le sort semble s'acharner contre moi dès que Clara monte dans la voiture, donc je me méfie maintenant. Mais ça a l'air d'aller. Je vous laisse un bout de chemin, que vous puissiez profiter. J'ai découvert qu'en fait il y avait deux positions pour le drive. En fait il y a la position drive overdrive qui est juste après le nôtre. Et ensuite on peut neutraliser l'overdrive. Et ça c'est un truc qui m'emmerdait précédemment parce qu'elle avait tendance à passer la 4ème qui est très longue beaucoup trop tôt. Enfin dès qu'il y avait un peu de montée, des trucs comme ça, c'était un peu galère. Et en fait dans le manuel ils décrivent bien cette situation en disant que le mieux c'est de repasser en drive sans l'overdrive. Donc en fait elle reste tout simplement en 3ème et c'est nettement plus polyvalent. Mais quand on roule comme ça sur une route toute plate, toute droite, c'est très bien comme ça. Vous pouvez d'ailleurs observer la conso. Pour ce que c'est quand même assez remarquable, je trouve. On navigue entre 9 et 10 litres au 100, parfois moins. Sur l'autoroute, c'est pareil, à peu près, à peine plus. On est bien là-dedans. Après cette mésaventure qui finit heureusement bien, nous revoilà au bercail avec quelques ajustements à faire niveau mécanique. Je pense que j'ai une bonne piste pour le bruit d'échappement qui m'embête un peu. Et c'est probablement lié aussi à l'allumage du voyant de défaut. Ça, ouais, j'arrive pas à le faire entendre en vidéo, je pense, mais c'est dans cette zone, manifestement. Et à mon avis, c'est la vanne EGR qui fuit, donc je vais la remplacer. Évidemment, vous savez que, comme toujours, on peut compter sur les ingénieurs motoristes pour nous rendre la tâche facile avec des pièces parfaitement accessibles. Pour arriver à dévisser la vanne EGR, j'ai dû utiliser une clé anglaise et une clé de 27 je crois en alternance. C'était génial. J'ai trouvé la fuite. C'est pas la vanne EGR, c'est le tuyau qui était cassé. Heureusement j'en ai acheté un en pensant que ça pouvait arriver. Mais ça va pas être très très drôle à remplacer. Vous pouvez pas imaginer ce que j'ai enduré pour en arriver là. J'ai dû couper ce qui restait en un certain nombre de morceaux après avoir déformé au maximum pour pouvoir passer une douille et pas une clé plate, parce que laissez-moi vous dire que c'était sans espoir. Avec une rallonge d'1 mètre, j'ai pas réussi à le débloquer. J'ai dû encore fendre l'écrou en le coupant avec la petite tormelle, parce que là si ça marchait pas c'était un coup à déposer le moteur, hein. En fait c'est l'insert dans le collecteur d'échappement qui est venu, tellement c'est grippé ici. Là, je pense qu'en le mettant dans l'étau je devrais pouvoir m'en sortir. Ah, quand même. C'est bon.
pas très beau, mais je pense que c'est sauvable. J'ai tout remonté. Quelles sont les chances que ça fasse plus de bruit, qu'il n'y ait pas de fuite et que j'ai pas à tout recommencer? Moyenne, je dirais. Toujours ce bruit d'admission bizarre, mais j'ai l'impression que c'est pas lié. En fait, il y a toute l'admission qui se met à vibrer. C'est vraiment étrange. J'ai nettoyé le régulateur de ralenti qui est planqué là-dessous. Je n'ai pas pu vraiment vous montrer l'opération, mais ça a réglé le problème. J'ai plus de bruit suspect. Elle tourne super bien. Le silence était déjà remarquable et là, c'est encore mieux. Il n'y a plus le bruit de fuite d'air quand on accélère, c'est appréciable. Ça crépite un peu dans l'échappement, mais... Ouais. C'est difficile même de se rendre compte qu'elle tourne. Yes. Assez fréquemment, en fait, j'ai l'impression qu'elle cale, mais en fait, non, elle tourne. Comme vous l'avez sans doute vu durant les derniers épisodes au sujet de cette voiture, elle est plutôt en bon état niveau carrosserie, ce qui est rare pour une limousine de cet âge. Et c'est sûrement qu'elle a été conservée en intérieur dans de bonnes conditions parce que malheureusement, ces transformations-là, elles sont pas réalisées avec le même cahier des charges que le constructeur d'origine. Donc on peut être à peu près sûr que la cellule d'origine avant-arrière, ça va pas bouger, mais la section du milieu... Donc il faut faire un minimum attention. Évidemment, j'ai pas du tout la place de la mettre abritée dans un garage. Donc j'ai contacté quelques entreprises qui réalisent des housses sur mesure. Et j'ai eu la chance d'avoir une réponse de l'une d'entre elles en France, d'une entreprise qui s'appelle la Compagnie de la Housse. Salut Eddy, salut à tous. Voilà, on vient de terminer la housse classique extérieure pour ta Tonka. Et pour limiter la condensation, parce que c'est souvent une question que les clients nous posent, on a positionné des aérateurs, ce qui permet d'éviter que l'humidité ne reste à l'intérieur de la housse. Petite étiquette, et puis tu avais réservé une petite surprise. En fait, c'est moi qui viens te la livrer. Je vous raconte pas la déception quand j'ai vu la camionnette de la Poste arriver. Après avoir passé un petit peu de temps au chaud, je pense que ça sera encore mieux. Ça vaut pas un garage, mais c'est pas mal. Un petit mot sur la Compagnie de la Housse, une entreprise que je dirige depuis maintenant 5 ans, avec des protections qui sont conçues soit pour le garage, respirantes bien sûr, anti-poussière, qui s'entretiennent facilement, donc des housses avec plein de coloris, en demi ou en sur-mesure. Et on a également les housses extérieures, également des tapis sur mesure, qui sont très très appréciés. Allez, à bientôt. Ils ont bien bossé, il me restait plus qu'à faire pareil, finir le travail sur le freinage et rendre le train avant présentable pour un passage au contrôle technique. Qui va absolument rien changer à l'usage de la voiture, mais il faut le faire quand même. C'est le genre de trucs qui sont pas très motivants. Parce qu'elle roule très bien, il n'y a pas de jeu où que ce soit, mais tous les soufflets quasiment sont déchirés ou en train de se décomposer. Et au niveau système de freinage, on va virer les pistons en phénolique qui ont alimenter le suspense de l'épisode 1 pour mettre à la place des pistons en acier qui rouillent mais qui sont plus stables dimensionnellement. L'un des ingrédients de la journée, c'est évidemment les engins à 2 temps qui sont à plein régime déjà ce matin. Suivant la politique mise en place depuis quelques années, je remplace que les pièces qui sont mortes. Et une rotule qui a un soufflet HS, c'est pas une pièce qui mérite nécessairement un remplacement. Elle a tenu 20 ans, elle pourrait bien en tenir 10 de plus avec de la graisse et un soufflet neuf.
Par contre, les biellettes de Barstab, je crois qu'elles ont fait leur temps. Comme ça se passait super bien, les prisonniers des vis de la barre stabilisatrice se sont libérés de leur soudure. Un bon moment. Après avoir réussi à les déposer, j'ai voulu les ressouder, mais d'abord il a fallu réparer le poste. Qu'est-ce que les emmerdes s'enchaînent bien parfois. Évidemment, j'ai fait tout pareil côté passager, puisqu'il faisait la gueule lui aussi. Et il ne nous restait donc plus que la problématique du freinage avec ses foutus pistons à la con. C'est pas compliqué, après ça on remplace le joint d'étanchéité et on remet le cache-poussière. Pas compliqué, mais très chiant. Et puis comme on aime ça, on en reprend une deuxième dose que je vous épargne à l'écran. Par contre, pas question de vous épargner ma maîtrise du versement de liquide depuis un bidon plein, fruit d'une décennie d'expérience. Et voilà, on a quelques pièces neuves histoire de faire un maxi contraste avec la rouille de surface bien dégueulasse qu'il y a partout autour. Et vous savez quoi? Je m'en tape. Je veux que ça soit fiable et fonctionnel là-dessous. De la classe, il y en a bien assez ailleurs sur cette bagnole. Pour en finir avec la reptation dans les graviers, j'ai enfin remplacé le filtre à huile que j'avais pas avec moi au moment de faire la vidange de l'épisode 1. Et après ces divers travaux dans divers domaines, on arrive à la fin de cet épisode déjà, quel dommage. Et il nous reste quand même pas mal de choses à faire, avec comme point d'orgue un passage du contrôle technique, mais on s'arrêtera pas à ça, il y aura aussi quelques détails superflus à régler, mais rien n'est superflu concernant une limousine. Si on peut, j'aimerais aussi quelques exercices pratiques pour vérifier les dires de certains selon lesquels une limousine n'est bonne à rien. J'aimerais prouver le contraire, je prétends pas que ce sera le cas, mais j'essaierai en tout cas de faire mon possible pour redorer le blason de ces véhicules qui trop souvent se contentent d'un trajet de la mairie à la salle des fêtes. Donc je vous dis à la prochaine avec celle-ci ou une autre. Ciao!